Evet, Braise Atao, bonjour à tous, chers amis. Alors, aujourd'hui, dans cette petite vidéo, qui est une sorte de propos très libre, je voulais répondre à des personnes qui m'ont interrogé sur quelque chose qui m'a un petit peu étonné. C'est sur cette polémique autour du 49.3, de la loi sur la loi El Khomri, etc. En me demandant mon avis. Alors évidemment, mon premier mouvement, c'est de dire que mon avis, on s'en fiche, parce que tout le monde en a un, et bon, c'est pas ça qui va changer la face du monde, bien évidemment. Mais ça m'a convaincu de donner par contre un regard sur ce qui attend, à mon sens, l'Europe de l'Ouest, l'Union européenne, la France, sur les 5-6 prochaines années. Alors évidemment, je suis pas prophète, je suis pas non plus oracle, mais je peux quand même vous donner une brève vision de l'avenir, pour reprendre le titre d'un ouvrage d'un bonimenteur célèbre, Jacques Attali, dont la place peut-être serait à Sainte-Anne d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années, selon moi? Eh bien, c'est assez simple. La France et d'autres États de l'Union européenne vont simplement faire défaut sur leur dette souveraine. C'est aussi simple que ça. L'euro est condamné d'ici quelques années, je pense, à 1 an, 2 ans peut-être, ce qui va déclencher un effondrement du système bancaire européen, ce qui va aussi accompagner ou être accompagné par une crise majeure sur les dettes souveraines, notamment de la France. Et la France est un État qui est le plus endetté et le plus engagé dans l'économie, c'est tout à fait clair. Maintenant, je crois qu'on est aux alentours de 57% des dépenses du PIB dans le secteur public. Le rôle de l'État est considérable en France. C'est le premier régulateur social. Y a pas photo. Et la classe politique française, ces 40 ou 50 dernières années, c'est tout simplement engagé dans des dépenses non financées, sans jamais se poser la question du remboursement, même hypothétique. Ça n'a jamais été une question qui se sont posées. C'est constamment des dépenses supplémentaires que d'autres vont devoir assumer. Donc le scénario qui attend en réalité la France, c'est un scénario à la grecque, ni plus ni moins, avec des spécificités bien sûr. Faut savoir une chose, c'est que la France a déjà une dette de 2100 milliards d'euros officielle, mais elle s'est engagée pour des dépenses de 3200 milliards. Le gouvernement s'est engagé pour des dépenses de 3200 milliards de toute nature, notamment environ 1700 milliards d'euros pour financer des retraites de militaires, de gendarmes, de policiers, de postiers, qui en réalité ne sont pas budgétés. Donc les gens vont se rendre compte dans les années qui viennent que on leur avait promis un certain nombre de droits acquis, et en réalité, il n'y a plus rien. Et ce qui va se passer, c'est ce qui se passait à Rome quand il y avait plus d'argent, quand l'armée ou quand les légions romaines découvraient que l'empereur ne pouvait plus payer. Eh bien, elle se livrait au pillage des villes et assassinait l'empereur. C'est exactement ce qui va se passer. Et ça, c'est un scénario qu'on pourrait qualifier de pré-révolutionnaire, encore qu'il faille prendre un certain nombre de précautions quand on utilise ce terme, mais clairement, l'Union européenne, l'eurozone, la France vont entrer dans une dépression à la suite de ces défauts en chaîne, et c'est l'écroulement des États-providence, de la social-démocratie, du socialisme qui va survenir. Et là, j'enchaîne sur les conséquences immédiates, c'est qu'une fois que l'État-providence, que l'État social ne peut plus réguler les rapports, eh bien les gens, je le dis, se révoltent parce qu'ils veulent immédiatement des responsables,
Évidemment la classe politique, mais pas uniquement. N'oubliez pas que les innombrables enclaves ethniques afro-musulmanes de France et ailleurs, en Belgique et ailleurs, hein, mais en France, sont largement financées par la redistribution publique. C'est-à-dire que la classe moyenne blanche paie des impôts en masse, et de plus en plus, et la classe politique et le gouvernement, j'allais dire, en fait converger une part vers ces enclaves ethniques et religieuses pour acheter la paix sociale. Bon. Une fois que ces flux financiers vont commencer à se tarir significativement, ces territoires vont être autogouvernés. L'État étant par ailleurs de plus en plus dysfonctionnel, parce que la police sera de moins en moins bien dotée, probablement d'ailleurs il y aura de graves troubles sociaux au sein même de la police, de l'armée, etc., puisque comme je l'ai dit, les retraites ne seront pas assurées, etc., ni peut-être même une partie des salaires, et donc il y aura un État de plus en plus en difficulté. Et ces poches vont commencer à se gérer elles-mêmes, elles le sont déjà en partie. Et comment s'il n'y a plus la CAF, s'il n'y a plus les différentes aides sociales, s'il n'y a plus la redistribution publique, eh bien ça va être le crime organisé, ça va être des choses de cette nature. Je vais comparer ça, mais il faut évidemment prendre des gants, mais je vais comparer ça un petit peu avec ce qui se passe au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord, où on a des États qui s'effondrent, et où, si vous voulez, le culturel, l'ethnique et le religieux devient l'espace d'action du politique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que il faut un nous pour qu'il y ait un politique, pour qu'il y ait une action collective. Et donc, il faut redéfinir le nous, puisque l'État s'effondre. Et le nous, ça va être sur des bases culturelles, des affinités. Hein, voilà. Quelqu'un qui est semblable, qui est proche de moi, eh bien, je vais essayer de m'en rapprocher pour mener une action collective pour des choses très immédiates, hein, c'est par exemple pour se défendre, etc. Et c'est ce qui va se passer en France. Et on l'a vu en Libye, bien évidemment. Alors ce sont des sociétés tribales par ailleurs, donc je dis bien que ce n'est pas exactement la même chose, mais enfin c'est quelque chose de cet ordre qui va s'annoncer, notamment dans les enclaves africaines et musulmanes de l'Hexagone, qui sont très nombreuses, et où l'islam radical et politique s'est déjà insinué. Notez par ailleurs que le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Afrique noire sont déjà dans une crise politique importante. Parce que, comme vous le voyez, les États issus de la décolonisation se sont effondrés ou s'effondrent. Comme ils s'effondrent, il y a des luttes de pouvoir entre groupes ethniques ou religieux pour savoir qui contrôlera quoi, ce qui donne lieu à des guerres civiles de petite ou de grande dimension, et avec en fond le réveil de l'islam, mais un islam qui en fait est un islam pensé et conçu par les frères musulmans en Égypte, par les wahhabites en Arabie Saoudite, et qui est financé comme ça depuis un certain nombre de décennies, un petit peu partout dans le monde musulman. Donc, ça devient un outil de conflit, et vous voyez Boko Haram, par exemple, en Afrique noire, et ça va essaimer, bien évidemment. Et pourquoi j'en parle? Eh bien parce que ça va avoir un impact direct sur les flux migratoires, sur les trafics d'armes, etc. Car enfin la Libye est juste au large de l'Italie, faut pas l'oublier, et que l'État islamique est enquisté là-bas maintenant. Et à côté de ça, il y a des salafistes, il y a Al-Qaïda, et puis il y a aussi les frères musulmans. Enfin, c'est un chaos sans nom. Donc quand l'économie en Europe de l'Ouest va s'effondrer, et elle va s'effondrer, quand les gens vont découvrir que l'État ne sera pas là pour eux, la confiance va s'écrouler, et les gens vont devoir se réorganiser eux-mêmes. Ça va vraiment être un choc culturel et historique d'ampleur tout à fait significative. En Europe de l'Ouest, c'est tout à fait clair. Pensez bien que pourquoi, notamment la natalité, c'est très frappant, la démographie européenne. Pourquoi la démographie européenne est si faible? C'est parce que les gens se sont toujours dit, l'État sera là pour moi, je paye mes impôts et j'aurai toujours un système de retraite, j'aurai pas besoin d'avoir d'enfants. Si vous voulez. Alors que jadis, les enfants étaient le système de retraite. On faisait beaucoup d'enfants parce que les enfants, en travaillant plus tard, paieraient pour les anciens. C'est comme ça que ça fonctionnait. Ça fonctionne d'ailleurs comme ça toujours pour l'essentiel en Afrique. Notamment en Afrique noire, surtout. Donc, faut bien comprendre que beaucoup de gens se sont dit que l'État-providence, l'État social, sera toujours là pour eux. C'est vrai pour la santé, c'est vrai pour l'éducation, etc. C'est pas ce qui va se passer.
Donc, cette brève vision de l'avenir sur les 5 ans, c'est cette défaillance généralisée des États-providence, c'est la reconfiguration des rapports sociaux sur des lignes ethniques et religieuses conflictuelles, c'est des mouvements révolutionnaires puisque on va renverser en fait les vieilles castes, les vieilles oligarchies en place qui profitaient du système. Et donc dans ce cadre-là, si vous voulez, la loi 49.3, c'est rien du tout. C'est simplement une tentative de gain sur les coûts de production pour pouvoir rembourser une dette qui est irremboursable. Donc, je veux dire, la question fondamentale, c'est de dire, sans se cacher la vérité, on va faire défaut. Les dettes ne seront pas remboursées. Si vous dites ça, les créanciers, évidemment, tirent la tête, les taux flambent, etc. Et de toute façon, vous avez une crise politique sans précédent, une crise sociale et économique sans précédent, une dépression, en fait. Donc, on est en train de se voiler la face. C'est pas spécifique à la France, c'est exactement la même chose aux États-Unis, c'est la même chose en Belgique, c'est la même chose un petit peu partout, c'est la même chose même en Grèce. Après 8 ans de dépression, ça continue. Donc, attendez-vous à une conflagration inouïe dans vos villes, dans vos régions. Attendez-vous à voir l'islam radical exploser. Attendez-vous à voir un État de plus en plus dysfonctionnel. Et donc, la police sera de plus en plus livrée à elle-même, et vous allez voir qu'à un moment donné, même la première fonction de la police sera même pas d'assurer l'ordre, ça sera d'essayer d'assurer la propre protection de la police. C'est-à-dire que la police sera beaucoup plus engagée dans sa propre préservation de ses locaux, de ses personnels, que même de devoir faire respecter un semblant d'ordre qui de toute façon sera en pleine évaporation. Je parlerai pas de la justice, bien évidemment. Donc l'avenir, il est sombre, mais il faut qu'on passe par là pour qu'il y ait une renaissance. C'est tout à fait évident. Donc voilà l'avenir, et donc la loi El Khomri, toutes les mesurettes qui peuvent être prises par ce gouvernement en perdition et par cet État en faillite sont parfaitement anodines, anecdotiques et sans aucune pertinence. Donc c'est trop tard, on est face au précipice, et il faut s'y préparer mentalement, psychologiquement, et il faut prendre conscience qu'il va y avoir une guerre très grave. D'autant plus que, pensez bien que lorsque l'Europe va rentrer dans cette crise économique sans précédent, ça va avoir un impact sur des acteurs internationaux majeurs comme la Chine, comme aussi les États-Unis, bien évidemment, la Russie, et ça va alimenter encore plus les confrontations entre ces différentes puissances, et l'Europe risque d'ailleurs d'être un théâtre de confrontation, et notamment la France. Car regardez ce qui s'est passé en Syrie, regardez ce qui s'est passé en Libye. Quand vous avez une guerre civile quelque part, vous avez des puissances extérieures qui sont, j'allais dire, pratiquement happées dans ce conflit. Parce que les uns supportent un camp, les autres supportent un autre camp, ça alimente le conflit qui s'étend, etc. Et je crois qu'en Europe, c'est ce qui est en train de se dérouler. Regardez l'Ukraine, parfaitement révélateur, une crise profonde du système à la base, une vraie contestation populaire contre la corruption, et puis soudainement les États-Unis qui rentrent dans le jeu, et puis la Russie qui réagit, et puis tout d'un coup l'Ukraine devient en fait un théâtre d'affrontement, notamment sur des lignes culturelles et nationales entre, si vous voulez, des Ukrainiens de l'Ouest et certaines populations qui sont plutôt plus russophones, voire russophiles, et vous voyez clairement que les lignes identitaires deviennent la ligne de confrontation et de démarcation. Donc ça, c'est ce qui nous attend. Et c'est pas pour dans 20 ans, hein, c'est dans quelques années, vous allez voir, ça va commencer à se mettre en place. Et évidemment, aucun des politiciens actuels ne sera en mesure de faire face. Donc, changement complet de paradigme. Voilà ce qui nous attend, chers amis. Donc, préparez-vous, parce que ça va secouer. Kenavo Aveshal, et à bientôt.